Le marteau-piqueur résonnait dans la cave voûtée comme un tambour de guerre. Jacques Mercier essuya la sueur qui coulait sur son front, malgré la fraîcheur naturelle du sous-sol. Septembre en Bourgogne était encore chaud en surface, mais ici, à 4 mètres sous terre, la température restait constante. 13 degrés, idéal pour le vin, moins pour le corps humain en sueur. « Papa, fais une pause. Tu vas te tuer à ce rythme. » Mathieu descendait l'escalier de pierre, 2 bouteilles d'eau à la main. Son fils, 32 ans, costume froissé et cravate desserrée, venait directement de Beaune, où il travaillait comme œnologue, conseil, pour plusieurs domaines. Il regardait les travaux avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. Et Jacques coupa le marteau-piqueur, et le silence revint brutalement, rompu seulement par le goutte-à-goutte régulier d'une infiltration quelque part dans les vieilles pierres. Il but avidement, le corps réclamant l'hydratation. Cette cave de dégustation touristique va nous coûter plus cher que prévu, constata Mathieu en examinant le mur à demi démoli. Tu es sûr que c'est un bon investissement? Jacques posa la bouteille vide. À 58 ans, il avait le corps noueux d'un homme qui travaillait la terre depuis toujours. Ses mains calleuses racontaient 3 décennies de taille de vigne, de labour, de vendange, sous le soleil écrasant ou la pluie glaciale. Son visage tanné portait les traces du vent, du gel, de toutes ces nuits blanches à surveiller les bourgeons au printemps, quand le thermomètre flirtait avec 0. Les temps changent, Mathieu. Les touristes veulent des expériences authentiques, pas juste acheter du vin. La dégustation à l'aveugle, l'histoire du domaine, la visite des caves historiques, si on ne s'adapte pas, on coulera. Le mot resta suspendu dans l'air humide. Couler, Jacques ne l'avait pas prononcé à la légère. Le domaine Mercier, 12 hectares de pommard premier cru, 3 générations de vignerons, était au bord du gouffre financier. 180 000 € de dettes accumulées après 3 années difficiles. Gel printanier, en 2021, qui avait détruit la moitié de la récolte. Sécheresse, en 2022. Grêle, en 2023. La banque devenait menaçante. Les factures d'électricité explosaient. Les machines vieillissaient. Et puis il y avait la concurrence. Les grands groupes qui rachetaient les petits domaines. Les nouveaux vignerons californiens qui produisaient du Burgundy style à moindre coût. Les changements de goût des consommateurs. Les taxes qui augmentaient chaque année. « On pourrait vendre à Arnoux, » répéta Mathieu pour la 10e fois. « Il offre un bon prix. Tu pourrais prendre ta retraite tranquillement. » Jacques secoua la tête. Vendre au groupe Arnoux signifiait voir le nom Mercier disparaître, remplacé par une marque corporate. Son grand-père Henri avait acheté ce domaine en 1943, en pleine guerre, avec toutes ses économies. Son père Paul avait planté les vignes du Coteau-Nord en 1965. Lui-même avait modernisé le chai en 1995. 3 générations de sueur, de sang, de passion. « Jamais, dit-il simplement. » Il ralluma le marteau-piqueur, mettant fin à la conversation. Mathieu soupira et remonta l'escalier. Jacques savait que son fils ne comprenait pas. Mathieu était œnologue, technicien du vin, mais pas vigneron. Il ne ressentait pas ce lien viscéral avec la terre, cette relation presque charnelle avec les ceps tordus qui produisaient les raisins. Pour Mathieu, le vin était une science. Pour Jacques, c'était une religion. La cave datait de 1850,
construite par l'ancien propriétaire dont Jacques ignorait le nom. Les voûtes en pierre de taille avaient traversé 174 ans sans broncher. Le mur du fond, celui qu'il démolissait maintenant pour créer l'espace de dégustation, était particulièrement épais, presque 1 mètre de pierre calcaire, assemblée à la chaux. Bizarre pour un simple mur de cave, pensa Jacques en attaquant une nouvelle section. Le marteau-piqueur mordit la pierre, et soudain, au lieu de la résistance habituelle, Jacques sentit un vide. L'outil s'enfonça de 20 centimètres d'un coup. Il coupa immédiatement, intrigué. Avec prudence, il agrandit l'ouverture à coups de massette. Les pierres tombaient facilement maintenant, comme si elles n'avaient été assemblées qu'en façade. Derrière le mur extérieur, il découvrit une cavité. Pas une faille naturelle, non. Un espace délibérément aménagé d'environ 50 cm de profondeur, 60 de largeur, 80 de hauteur. Une niche murée. Jacques braqua sa lampe torche dans le trou sombre. Quelque chose brillait faiblement au fond. Son cœur accéléra. Des bouteilles anciennes? On trouvait parfois des trésors œnologiques dans les vieilles caves bourguignonnes. Un Romanée Conti 1945 ou un Chambertin 1929 pouvaient valoir des dizaines de milliers d'euros. Il élargit encore l'ouverture, passa le bras, tâtonna. Ses doigts rencontrèrent du métal froid. Pas une bouteille. Une boîte. Avec 1000 précautions, il extirpa l'objet de sa cachette. C'était un conteneur militaire en acier, de type munition, d'environ 40 cm de long, 20 de large, 15 de haut. La peinture vert-olive était rongée par la rouille, mais la structure restait solide. Sur le couvercle, à la peinture blanche écaillée, on distinguait encore des lettres SB 1943. Jacques déposa délicatement la boîte sur son établi. Ses mains tremblaient légèrement. 1943. L'année où son grand-père avait acheté le domaine. Une coïncidence. La serrure était rouillée mais pas verrouillée. Il souleva le couvercle qui grinça. Une odeur de métal et de vieux papier s'échappa. À l'intérieur, soigneusement rangé, protégé par du tissu huilé, des documents. Jacques sortit le premier. Un acte notarié, papier épais de qualité, encre noire décolorée par le temps mais encore lisible. En haut, en tête imprimée, Maître Fontaine, notaire à Beaune. Date 15 août 1943. Testament holographe de M. Samuel Bloch, négociant en vin, domicilié à Pommard, rue de la Mairie. Jacques lut la suite et son sang se glaça progressivement. Je sous-signais Samuel Bloch, saint de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de mes biens à ma fille unique, Rachel Bloch, le domaine viticole de Pommard. 12 hectares de vignes en appellation Pommard Premier Cru. L'adresse correspondait exactement au domaine Mercier, son domaine. Les mains de Jacques tremblaient maintenant franchement. Il continua à fouiller la boîte. Des photos en noir et blanc, jaunes par le temps. Une famille posant devant une maison, sa maison. Il reconnaissait la porte d'entrée, l'escalier de pierre, même si tout semblait plus neuf sur le cliché. Un homme d'une 50aine d'années, élégant, costume 3 pièces et chapeau. Une femme en robe fleurie, une adolescente d'environ 15 ans, sourire timide, derrière eux, les vignes en été. Au dos de la photo,
une écriture féminine délicate. Samuel, Esther et Rachel. Vendange, 1940. D'autres documents. Des reçus bancaires, des certificats de propriété, des plans cadastraux annotés, et tout au fond, un papier plié en 4, manuscrit d'une écriture tremblante, encre bleue, bavée par endroits, comme si des larmes étaient tombées sur les mots. À qui trouvera cette boîte? Nous sommes le 15 août 1943. Dans quelques heures, nous devons nous présenter à la gendarmerie de Beaune pour être transférés selon les ordres. Nous savons ce que cela signifie. Nous avons entendu les rumeurs sur Drancy, sur les convois vers l'Est. Esther pleure dans la chambre. Rachel est cachée chez les Dupont. Mais pour combien de temps? Cette terre est notre sang. Mon père l'a achetée en 1920. J'y ai planté mes vignes, élevé ma fille. Ils vont nous la prendre comme ils nous prennent tout. Nos biens, notre dignité, nos vies. Si quelqu'un trouve ceci un jour, sachez que nous avons existé, que nous avons aimé cette terre, que nous avons produit du bon vin, que nous étions des êtres humains. Rachel, ma fille, si par miracle tu survis et que tu lis ceci, le compte suisse contient tout ce que j'ai pu sauver. Les documents sont ici. Cette propriété est à toi. Reviens la chercher. Samuel Bloch, dernier jour de liberté. Au fond de la boîte, une étoile de David en argent, au bout d'une chaîne brisée. Jacques resta immobile dans le silence de la cave, les documents éparpillés devant lui. Le marteau-piqueur gisait à ses pieds, oublié. Les travaux de rénovation, les problèmes d'argent, tout cela semblait soudain dérisoire. Il relut le testament, les mains, la lettre. Les mots dansaient devant ses yeux. Son grand-père avait acheté ce domaine en 1943. À qui? À quel prix? Dans quelles circonstances? Et surtout, qu'était-il arrivé à Samuel, Esther et Rachel Bloch? Jacques remonta de la cave à 22 heures passées, la boîte, métallique, serrée contre sa poitrine, comme un trésor maudit. La maison était silencieuse. Isabelle dormait déjà, épuisée par sa journée à la comptabilité du domaine, à jongler avec les factures impayées et les relances bancaires. Il l'entendit respirer doucement dans leur chambre à l'étage. Il s'enferma dans son bureau, cette petite pièce qui donnait sur les vignes, où s'entassaient 3 décennies de dossiers viticoles, de registres de vendanges, de photos de famille. Sur le mur, la photo de son grand-père Henri, en noir et blanc, prise en 1950, devant la même porte d'entrée que les Bloch. Un homme trapu, regard dur, moustache épaisse. Jacques avait toujours admiré ce grand-père mort quand il avait 18 ans. Un travailleur acharné, disait-on dans la famille. Un homme qui avait su saisir les opportunités. Quelle opportunité exactement? Jacques étala tous les documents sur son bureau. L'ordinateur portable ronronnait doucement. Il commença par les photos. 5 clichés jaunis, tous pris entre 1938 et 1942, d'après les dates notées au dos. La première montrait Samuel Bloch dans ses vignes, sécateur à la main, sourire fier, un homme robuste d'environ 50 ans, visage carré, yeux noirs, intenses. Au dos, Samuel à la taille, mars 1938. Exactement les mêmes rangées de vignes que celles que Jacques taillait chaque hiver. Les ceps étaient plus jeunes, mais c'étaient les mêmes. La deuxième photo, la famille au complet devant le pressoir. Samuel, Esther,
une femme élégante, aux cheveux sombres relevés en chignon, et Rachel, une adolescente mince, aux grands yeux inquiets. Vendange, 1940, était écrit au dos. L'année de l'invasion allemande, de l'armistice, de Vichy. Il souriait pourtant, comme si le monde n'était pas en train de basculer. La troisième, Rachel seule, assise sur le muret du jardin, un livre à la main. Elle devait avoir 15 ou 16 ans, jolie, sérieuse, regard intelligent. Au dos, simplement, notre Rachel, été 1941. Les deux dernières aient été plus troublantes. Des clichés officiels, raides, Samuel et Esther en habits du dimanche, comme pour des photos d'identité. Pas de sourire. Au dos, aucune date, mais une annotation au crayon. Pour les papiers. Jacques alluma l'ordinateur et tapa dans Google « Samuel Bloch Pomard, 1943 ». Les résultats furent immédiats et dévastateurs. Le premier lien menait au mémorial de la Shoah. Rubrique « Base de données des déportés de France ». Jacques cliqua, le cœur battant. Bloch Samuel, né le 3 mars 1895 à Strasbourg, Bas-Rhin. Profession, négociant en vin. Arrêté le 17 août 1943 à Pomard, Côte d'Or. Interné à Drancy. Déporté le 2 septembre 1943 par le convoi nu de Héron 59 à destination d'Auschwitz-Birkenau. Décédé. Bloch Esther Lévy, née le 12 juin 1898 à Colmar, Haut-Rhin. Arrêtée avec son époux. Même convoi. Décédé. Chère Rachel, née le 28 avril 1925 à Beaune, Côte d'Or. Arrêtée avec ses parents. Convoi, numéro 59. Et là, une annotation en rouge, ajoutée visiblement plus tard. Statut incertain. Témoignage non confirmé suggère une survie possible. Recherche en cours depuis 1998. Jacques resta figé devant l'écran. 2 jours. Le testament était daté du 15 août, la lettre aussi. Ils avaient été arrêtés le 17. Samuel avait eu le temps de murer la boîte, mais pas de sauver sa famille. Il continua ses recherches fiévreusement. Tapa, convoi 59, Drancy-Auschwitz. Trouva une page détaillée. 1000 personnes déportées, dont 300 enfants. 90% gazés dès l'arrivée. Les autres, travaux forcés, expérience médicale, mort lente. Jacques sentit la nausée monter. Ces gens avaient vécu ici, dans sa maison, avaient dormi dans sa chambre, avaient travaillé dans SS Vigne. Et puis, on les avait arrachés, entassés dans des wagons à bestiaux, assassinés dans des chambres à gaz. Il retourna aux documents de la boîte, chercha les papiers légaux, trouva un dossier complet, marqué « Propriété, acte ». Le premier document était un titre de propriété au nom de Samuel Bloch, daté du 15 juin 1920. Acquisition du domaine viticole, 6, à Pomard, lieu-dit Les Rugiens, superficie 12 hectares, prix d'achat 80 000 francs, une fortune à l'époque. Le deuxième document lui glaça le sang. Acte de vente forcée, en application de la loi du 22 juillet 1941, relative aux entreprises et biens juifs. Le domaine viticole, appartenant au nommé Bloch Samuel, israélite, 6 à Pomard, est cédé à M. Henri Mercier, demeurant à Beaune, prix de cession 50 000 francs. 50 000 francs. En 1943, c'était dérisoire pour 12 hectares de premier cru.
son grand-père avait acheté pour une bouchée de pain un bien spolié. Jacques chercha fébrilement dans les papiers de famille qu'il conservait dans son bureau. Retrouva le vieux registre foncier de grand-père Henri, tourna les pages jaunies jusqu'à 1943. Là, de l'écriture appliquée de son grand-père, 20 septembre 1943. Acquisition domaine, Pommard, 12 Auge A. Prix, 50 000 francs. Bonne affaire. Vin excellent, installation correcte. Vendange dans 3 semaines. Bonne affaire. 2 mots qui résonnaient maintenant comme une obscénité. Jacques continua de lire les notes de son grand-père. 15 octobre 1943. Première vendange, sur le nouveau domaine. Rendement satisfaisant. Qualité exceptionnelle. Les blocs savaient faire du bon vin. Dommage qu'ils soient partis. Partis. Comme s'ils étaient partis en vacances. 3 novembre 1943. Visite de l'administrateur des biens juifs. Paperasse interminable. Tout est en règle. Le domaine est légalement à moi. Légalement. Selon les lois de Vichy, les lois de la collaboration, les lois qui permettaient de voler, spolier, piller. Jacques se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, sous la lune presque pleine, les vignes s'étendaient en rangées parfaites. Ces vignes que Samuel Bloch avait plantées, taillées, aimées, ces vignes qui avaient produit du vin pendant que leur propriétaire mourait dans une chambre à gaz, à 1500 km de là. Il retourna à l'ordinateur, chercha plus d'informations sur Rachel. Tapa Rachel Bloch Bergen-Belsen survivante. Et là, miracle fragile, il trouva quelque chose. Un témoignage publié en 1998 dans un recueil de mémoires de survivants. Je m'appelle Rachel Ben Shaoul. Né Bloch en 1925 à Beaune, France. J'ai survécu à Auschwitz, puis Bergen-Belsen. Jacques lut avidement. Rachel racontait comment, à 18 ans, elle avait été séparée de ses parents sur la rampe d'Auschwitz. Ma mère m'a embrassé une dernière fois. Mon père m'a dit « Sois forte, Rachel. Vis pour nous. » Je ne les ai jamais revus. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient été gazés le jour même de notre arrivée, le 5 septembre 1943. J'avais 18 ans et j'étais orpheline. Elle décrivait les travaux forcés, la faim, le froid, les coups. J'ai survécu parce que j'étais jeune et forte, et parce que je pensais aux vignes de Pommard, à la lumière dorée de septembre sur les grappes, à l'odeur de la terre après la pluie, à la maison de pierre avec les volets bleus. C'est cette image qui m'a gardé en vie. Après la libération en avril 1945, elle pesait 32 kilos. Elle était partie en Israël en 1946, avait changé son nom en Ben Shaoul, fille de Shaoul, le prénom hébraïque de son père. En 1950, j'ai essayé de récupérer la propriété de mon père. Je suis revenu en France. J'ai contacté des avocats. Mais je n'avais aucune preuve. Le testament était perdu. Les documents disparus. L'homme qui occupait la propriété, un certain Mercier, m'a fait dire par son avocat que tout était légal, prescrit, qu'il avait acheté de bonne foi. J'étais seul, sans argent, traumatisé, j'ai abandonné. Jacques sentit les larmes couler sur ses joues. Rachel était revenue, elle avait essayé, et son grand-père l'avait rejetée. Le témoignage continuait. J'ai refait ma vie en Israël. Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, David et Sarah. Mais pas un jour ne passe sans que je pense à Pommard, à
à la maison de mon père, aux vignes que je ne reverrai jamais. C'est le vol qui fait le plus mal. Pas seulement ma famille Kai assassinée, mais aussi notre histoire effacée, notre terre volée, notre nom disparu. Comme si nous n'avions jamais existé. Le texte était daté de 1998. Jacques chercha une date de décès. La trouva sur un site de généalogie israélienne, Rachel Ben-Shaul, née Bloch, 1925-2018, décédée à Haïfa. Morte il y a 6 ans. Trop tard. Jacques regarda l'horloge. 3 heures du matin. Dans 5 heures, il devrait se lever pour inspecter les vignes, vérifier la maturité des raisins. La vie continuait, indifférente au drame du passé. Mais pouvait-il continuer comme si de rien n'était, comme si ces documents n'existaient pas, comme si Rachel n'avait jamais frappé à la porte en 1950? Il ouvrit Google Maps, tapa « Haïfa, Israël ». La ville apparut blanche et bleue au bord de la Méditerranée, 6000 kilomètres d'ici. Rachel y avait vécu 70 ans, pensant chaque jour à ses vignes de Bourgogne. Il chercha encore. Rachel, Ben-Shaul, enfant. Trouva un article académique signé par un certain professeur David Ben-Shaul, Université de Tel Aviv, département d'histoire. Dédié à ma mère Rachel, survivante de la Shoah, qui m'a appris que la mémoire est un devoir. Alors les enfants de Rachel existaient, vivaient, avaient des droits. Jacques rassembla tous les documents, les photographies, les actes. Les remit soigneusement dans la boîte métallique. Demain, il faudrait parler à Isabelle, à Mathieu, à Claire. Demain, il faudrait décider quoi faire de cette vérité déterrée après 81 ans. Demain, le domaine Mercier ne serait peut-être plus le domaine Mercier. Jacques attendit le dimanche pour réunir la famille. Le dimanche, tradition sacrée chez les Merciers, tout le monde venait déjeuner. Isabelle préparait son bœuf bourguignon. Mathieu amenait le pain de la boulangerie du Pont. Claire montait de Paris avec des pâtisseries. Ce dimanche-là, Jacques mangea à peine. Il sentait le poids de la boîte métallique posée dans son bureau, comme une bombe à retardement. Isabelle le regardait avec inquiétude depuis 3 jours, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais il avait repoussé toutes ces questions. « Tu ne manges pas ton bœuf ?» remarqua-t-elle, en débarrassant les assiettes. « Tu es malade ?»« Il faut qu'on parle, » dit Jacques, « tous les 4. » Le ton était grave. Mathieu leva les yeux de son téléphone. Claire, qui racontait une anecdote sur ses élèves de 3e, s'interrompit. Isabelle posa les assiettes, les mains soudain tremblantes. « C'est la banque ?» demanda-t-elle. « Ils veulent saisir ?» Non, c'est pire. Ou mieux. Je ne sais pas encore. Jacques alla chercher la boîte dans son bureau et la posa sur la table, entre le fromage et le dessert. Cette boîte militaire rouillée, anachronique au milieu de la nappe brodée et des verres de cristal. J'ai trouvé ça dans la cave, il y a 4 jours. C'était muré derrière le vieux mur du fond. Il ouvrit le couvercle, sortit les photos une par une, les disposa sur la table comme des cartes à jouer. La famille Bloch souriait depuis 1940, ignorante de son destin. « Qui sont ces gens ?» demanda Claire en prenant une photo. « Les propriétaires de ce domaine avant nous, avant grand-père Henri. » Jacques raconta tout. La découverte, le testament, la lettre de Samuel, les recherches nocturnes, la déportation, Rachel qui avait survécu
et était revenu en 1950 pour réclamer son bien. Le silence qui suivit était lourd, épais comme le brouillard d'automne sur les vignes. Isabelle fut la première à parler, sa voix étrangement calme, presque clinique. Il y a 81 ans, la prescription acquisitive est de 30 ans en France. Légalement, cette propriété est à nous. Personne ne peut nous la réclamer. « Maman, c'est pas une question de légalité », protesta Claire. « Ces gens ont été déportés, assassinés. Grand-père a acheté leur maison pendant qu'ils étaient à Auschwitz. Grand-père a acheté légalement, selon les lois de l'époque, contre Mathieu, le visage durci. Il n'a tué personne. Il n'a déporté personne. Il a fait une transaction commerciale. » « Une transaction commerciale ?» explosa Claire en se levant. « Mathieu, tu t'entends ? 50 000 francs pour 12 hectares de premier cru. C'était du vol organisé par l'État. »« État de Vichy !» rectifia Jacques doucement. « L'État collaborateur. » Mathieu repoussa sa chaise brutalement. « Et alors ? Papa ? Grand-père est mort en 1978. Ça fait 46 ans. Tu veux qu'on expie ses péchés jusqu'à la fin des temps? On va se flageller publiquement, rendre la propriété et finir à la rue? » Personne ne parle de finir à la rue, tenta Isabelle, mais sa voix manquait de conviction. « Ah non ?» ricana Mathieu. « Et c'est quoi le plan alors? On contacte les descendants de ces blocs, on leur dit « Désolé, voici les clés, au revoir !» On a 180 000 € de dette, maman. 180 000. Sans ce domaine, on a quoi? Rien. Papa a 58 ans, aucune économie, aucune qualification hors viticulture. Vous allez vivre comment? Le pragmatisme brutal de Mathieu frappa comme un coup de massue. Jacques regarda son fils, cet homme en costume qui calculait tout en termes de rentabilité, de chiffres, de bilan. Quand avait-il perdu le romantisme du vin, la poésie de la vigne? « Ton frère a raison sur un point, » dit Isabelle en se rasseyant lourdement. « Il faut être réaliste. Jacques, si tu révèles cette histoire, les médias vont nous tomber dessus. L'affaire va devenir publique. Les associations de restitution vont débarquer. Même si légalement on garde le domaine, la réputation sera détruite. Qui voudra acheter du vin produit sur une terre volée à des victimes de la Shoah? Peut-être des gens qui croient en la justice, répondit Claire froidement. La justice? S'emporta Isabelle, perdant son calme. Claire, tu es professeur à Paris? Tu as un salaire fixe? Un appartement? Tu ne dépends pas de ces vignes? Mais nous? Oui. Ton père et moi, on a tout misé ici. On n'a pas de plan B. Vous avez votre dignité, répondit Claire. Ça devrait suffire. La dignité ne paie pas les factures, cria Isabelle, et ce cri surprit tout le monde. Isabelle ne criait jamais. Elle était la force tranquille de la famille, celle qui tenait les comptes, gérait les crises, trouvait des solutions. La voir craquer ainsi révélait l'ampleur de sa peur. Jacques posa sa main sur celle de sa femme. « Valérie, je sais que c'est difficile. » « Difficile ?» coupa-t-elle, les larmes aux yeux maintenant. « Jacques, on se bat depuis 3 ans pour garder la tête hors de l'eau. 3 années de catastrophe climatique. J'ai renégocié nos crédits 4 fois. J'ai supplié la banque de nous donner 6 mois de plus. On survit à peine. Et maintenant, tu veux tout détruire pour une histoire qui s'est passée avant ta naissance. Cette histoire est notre fondation, répondit Jacques. Toute notre vie est construite sur un vol. Sur une transaction légale de 1943.
insista Mathieu. Papa, je comprends que tu sois bouleversé. Moi aussi, je trouve ça horrible, ce qui est arrivé à ces gens. Mais on n'y peut rien. C'était il y a 80 ans. Ils sont morts. Tous morts. Même la fille qui a survécu. Elle a des enfants, dit Jacques. J'ai trouvé des informations sur son fils, David Ben-Shaul, professeur d'histoire à Tel Aviv, et une fille, Sarah, médecin à Jérusalem, et des petits-enfants. Un nouveau silence tomba. L'existence de descendants vivants changeait tout. Ce n'était plus une tragédie abstraite du passé, mais une injustice qui continuait dans le présent. « Des descendants !» répéta Claire en regardant son frère. « Mathieu, tu as des enfants, Lucas et Emma. Imagine qu'on vous vole tout, qu'on vous déporte, qu'on vous tue, et que 80 ans plus tard, quelqu'un trouve les preuves du vol. Tu voudrais que tes petits-enfants récupèrent ce qui vous appartenait, non ? » C'est du chantage émotionnel, marmonna Mathieu, mais sa voix était moins assurée. C'est de l'empathie, répondit Claire. Quelque chose que tu sembles avoir oublié en devenant consultant. Les enfants, intervint Isabelle, ne vous disputez pas, ce n'est pas le moment. Et c'est exactement le moment, dit Claire en se tournant vers son père. Papa, qu'est-ce que tu veux faire? Oublie les finances, oublie nos opinions. Dans ton cœur, qu'est-ce qui est juste? Jacques regarda la photo de Rachel, 15 ans, assise sur le muret avec son livre. Cette jeune fille, qui était devenue une vieille dame à Haïfa, pensant chaque jour aux vignes perdues. « Je veux que justice soit faite, » dit-il lentement. « Je ne peux pas continuer à vivre ici, à faire du vin sur cette terre, en sachant qu'elle a été volée à des gens qui sont morts dans les camps. »« Même si ça nous coûte tout ?» demanda Isabelle, la voix brisée. « Même si ça nous coûte tout ?» confirma Jacques. Mathieu se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Oui, de la folie pure, de la folie suicidaire. Vous voulez jouer les héros moraux? Parfait. Mais ne comptez pas sur moi. Je ne vous regarderai pas détruire 3 générations de travail pour des fantômes. »« Mathieu, assois-toi, » ordonna Jacques. « Non, j'en ai assez entendu. Claire peut applaudir ton grand geste moral depuis son appartement parisien. Elle ne perdra rien. Mais moi, j'ai une famille à nourrir. J'ai investi dans ce domaine. J'ai des projets pour moderniser la production. Et tu veux tout jeter aux orties par culpabilité mal placée. »« Ce n'est pas de la culpabilité mal placée, » dit doucement Jacques. « C'est de la responsabilité. On ne peut pas garder ce qui ne nous appartient pas. »« Ça nous appartient depuis 81 ans, » hurla Mathieu. « Ça ne nous a jamais appartenu, » répondit Jacques. « On l'a juste occupé. » Mathieu attrapa sa veste, sa sacoche. « Je pars. Quand tu reviendras à la raison, appelle-moi. Mais ne compte pas sur mon soutien dans cette mascarade. » Il sortit en claquant la porte. Le bruit résonna dans la vieille maison, comme un coup de feu. Claire s'approcha de son père, l'embrassa sur la joue. « Tu fais ce qui est juste, papa. Je suis fière de toi. » Isabelle pleurait silencieusement, le visage dans les mains. Jacques s'agenouilla devant elle. « Belle, je sais que j'ai peur. »« J'ai tellement peur, Jacques, » sanglota-t-elle. « Peur de tout perdre. Peur de finir vieux et pauvres. Peur que Mathieu ne nous pardonne jamais. »« Il comprendra, » dit Jacques sans en être certain. « Et s'il ne comprend pas? Et si on perd le domaine et notre fils ?» Jacques n'avait pas de réponse. Il serra sa femme contre lui
regardant par la fenêtre les vignes qui s'étendaient sous le soleil d'automne. Ces vignes qui avaient poussé sur un mensonge de 80 ans. Demain, il chercherait comment contacter David Ben-Shaul. Demain, il commencerait à réparer l'irréparable. Mais aujourd'hui, il tenait juste sa femme qui pleurait, pendant que leur fille rangeait en silence les photos de la famille Bloch. Jacques passa la semaine suivante dans un état second. Les vendanges approchaient, dans 2 semaines, 3 maximum, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur les analyses de maturité, les taux de sucre, l'acidité. Tout ce qui comptait avant, lui, semblait dérisoire maintenant. Isabelle ne lui adressait plus la parole, ou presque. Elle préparait les repas en silence, dormait tournée vers le mur, répondait par monosyllabes. Ce n'était pas de la colère, plutôt une résignation douloureuse, comme si elle pleurait déjà ce qu'ils allaient perdre. Mathieu n'avait pas rappelé. Claire envoyait des messages de soutien depuis Paris. « Tiens bon, papa, tu fais ce qui est juste. » Le juste. Ce mot qui pesait maintenant sur ses épaules, comme une charge de raisin trop mûr. Le mercredi matin, après une nuit blanche de plus, Jacques prit sa décision. Il trouva le numéro du mémorial de la Shoah à Paris, le nota sur un bout de papier, le fixa pendant 1 heure, avant de composer. « Mémorial de la Shoah, service des archives, bonjour. » La voix était féminine, jeune, professionnelle. « Bonjour, mon nom est Jacques Mercier. Je cherche des informations sur une famille déportée en 1943. Les Bloch, de Pomard, en Côte d'Or. » Un instant, je vous transfère au service de recherche. Une musique d'attente. Jacques transpirait malgré la fraîcheur de septembre. Son cœur battait trop vite. Sarah Lévy, responsable des recherches. Bonjour. Vous vous intéressez à quelle famille? Bloch, Samuel, Esther et Rachel Bloch, déportés par le convoi 59 en septembre 1943. Laissez-moi vérifier. C'est pour une recherche généalogique? Jacques hésita. Comment expliquer en quelques mots la complexité de la situation? Non. J'ai trouvé des documents leur appartenant. Des documents importants. Je voudrais savoir s'il reste des descendants. Un silence, le cliquetis d'un clavier. Monsieur Mercier, quel est votre lien avec cette famille? Aucun. Enfin, pas directement. J'habite dans ce qui était leur maison, leur domaine viticole. Nouveau silence. Plus long. Quand Sarah Lévy reprit la parole, sa voix était différente, plus prudente, presque méfiante. Je vois. Monsieur Mercier, ce genre de situation est délicat. Pourriez-vous m'expliquer exactement ce que vous avez trouvé? Jacques raconta tout. La cave, la boîte murée, le testament, les photos, la lettre de Samuel. Il parla pendant 15 minutes, sans interruption, déversant le poids qui l'écrasait depuis 1 semaine. Sarah Lévy l'écouta sans dire un mot. Quand il eut terminé, elle poussa un long soupir. « Monsieur Mercier, si ce que vous dites est vrai, vous avez entre les mains des documents exceptionnels. La plupart des biens spoliés n'ont laissé aucune trace écrite. Les familles déportées n'avaient ni le temps, ni les moyens de cacher des preuves. Ce testament, cette lettre, ce sont des pièces historiques majeures. » « Je ne m'intéresse pas à leur valeur historique, coupa Jacques. Je veux savoir s'il reste des descendants vivants. S'il y a quelqu'un à qui je dois, à qui je peux. » Il ne termina pas sa phrase. Sarah Lévy comprit. « Vous voulez restituer? » « Je veux faire ce qui est juste. » « Monsieur Mercier,
Pourriez-vous scanner ces documents et me les envoyer par email sécurisé? J'ai besoin de les voir avant d'aller plus loin. Jacques passa l'après-midi à la bibliothèque municipale de Beaune, utilisant le scanner public pour numériser chaque page, chaque photo. Il envoya le tout dans un email de 20 pièces jointes. Sarah Lévy le rappela le lendemain matin à 8 heures. « Monsieur Mercier, j'ai étudié vos documents toute la nuit. Ils sont authentiques, aucun doute possible. Et j'ai des informations pour vous. » Jacques s'assit lourdement sur une chaise de la cuisine. Isabelle, qui préparait le café, se tourna vers lui, inquiète. « Rachel Bloch a effectivement survécu, » continua Sarah Lévy. Libérée de Bergen-Belsen en avril 1945, elle pesait 32 kilos. Elle est restée 6 mois dans un sanatorium en Allemagne. Puis elle est partie pour la Palestine mandataire en 1946. Elle a pris le nom de Rachel Ben-Shaul. Je sais, j'ai trouvé son témoignage en ligne. Alors vous savez qu'elle est décédée en 2018 à Haïfa, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a cherché à récupérer la propriété en 1950. Elle est revenue en France, seule, traumatisée, pauvre. Elle a contacté un avocat à Beaune. L'avocat a écrit à votre grand-père. Jacques sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que mon grand-père a répondu? La lettre est dans nos archives. Il a répondu que la transaction était légale, que la prescription jouait et que mademoiselle Bloch n'avait aucun droit sur une propriété vendue selon les lois françaises en vigueur en 1943. Il a menacé de poursuite pour harcèlement si elle insistait. Jacques ferma les yeux. Ainsi, grand-père Henri savait. Il savait que Rachel était vivante, qu'elle réclamait son bien, et il l'avait rejetée. L'image idéalisée du grand-père travailleur se fissurait définitivement. Rachel a abandonné, continua Sarah Lévy. Elle n'avait pas d'argent pour un procès, pas de soutien. Elle est repartie en Israël et n'est jamais revenue. Mais elle a eu des enfants? Oui, 2 enfants. David Ben-Shaul, né en 1953, professeur d'histoire retraité, à l'université de Tel Aviv, et Sarah Friedman, née en 1956, médecin pédiatre à Jérusalem. Ils ont tous deux plusieurs enfants. La famille compte aujourd'hui une 15aine de personnes. Elles savent pour le domaine? Leur mère leur en a parlé toute sa vie. David Ben-Shaul a même écrit un article académique sur les spoliations en Bourgogne, utilisant l'histoire de sa famille comme exemple. Mais sans preuve, ce n'était qu'un témoignage parmi d'autres. Et maintenant, il y a des preuves. Maintenant, il y a des preuves, confirma Sarah Lévy. Monsieur Mercier, êtes-vous certain de vouloir les contacter? Légalement, la prescription acquisitive joue en votre faveur. Vous n'êtes pas obligé. Je suis obligé, coupa Jacques. Pas légalement, moralement. Sarah Lévy resta silencieuse un moment. Vous êtes un homme rare, monsieur Mercier. La plupart des gens dans votre situation choisiraient le silence. C'est plus facile, plus confortable. Je ne cherche pas le confort. Je cherche à dormir la nuit. Je peux vous donner leurs coordonnées. Mais réfléchissez bien. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous ne pourrez plus la refermer. Donnez-moi leurs emails. Jacques nota sur le bloc de la cuisine. david.bencholaposte.coake.il sarah.friedmanadassa.org.il 2 adresses qui allaient peut-être détruire sa vie. Après avoir raccroché, il resta longtemps immobile, le stylo à la main. Isabelle vint s'asseoir en face de lui. C'était qui? Le mémorial de la Shoah. Rachel Bloch a eu 2 enfants. Ils vivent en Israël. Isabelle ferma les yeux.
Tu vas les contacter. Ce n'était pas une question. Je dois. Je sais, dit-elle doucement. Je suis en colère contre toi, Jacques, terrifié par ce qui va arriver. Mais je sais que tu dois le faire. Jacques lui prit la main. C'était le premier geste de tendresse entre eux depuis le déjeuner catastrophique du dimanche. « On va peut-être tout perdre, Belle. »« On a déjà tout perdu, » répondit-elle tristement. « On ne le savait juste pas encore. » Jacques passa les 3 jours suivants à rédiger l'email. Chaque mot était pesé, soupesé, effacé, réécrit. Comment s'adresser aux enfants d'une femme qu'on a spoliée? Comment expliquer qu'on a vécu 80 ans dans leur maison familiale? Il écrivit en français d'abord, puis traduisit maladroitement, en anglais, avec l'aide d'un logiciel. Claire relut, corrigea, améliora. Le texte final faisait 2 pages. Jacques y joignait les scans de tous les documents. Le testament, la lettre de Samuel, les photos, les actes de propriété. Il terminait ainsi. « Je ne sais pas quelle est la solution juste dans cette situation impossible. Mais je sais que vous avez le droit de connaître la vérité sur la propriété de votre grand-père. Je sais que cette terre, ces vignes, cette maison, portent votre nom autant que le mien. Peut-être plus que le mien. Je vous dois au minimum cette vérité, même si elle arrive avec 80 ans de retard. Respectueusement, Jacques Mercier. » Il mit son doigt sur la touche « Envoyer » à 2 heures du matin, un samedi. Hésita. Une fois cet email parti, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La vie tranquille, même bâtie sur un mensonge, serait définitivement terminée. Isabelle dormait à l'étage. Les vignes attendaient au dehors, lourdes de raisins presque mûrs. Dans quelques jours, il faudrait vendanger, presser, faire le vin, peut-être pour la dernière fois. Jacques appuya sur « Envoyer ». L'email disparut dans l'éther numérique, traversant l'Europe et la Méditerranée en quelques secondes, portant avec lui 80 ans de silence et de mensonges. Il éteignit l'ordinateur, monta se coucher. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la découverte de la boîte, il dormit d'un sommeil lourd, sans rêve, comme si un poids immense venait de se soulever. David Ben Shaul répondit 3 jours plus tard, un mardi matin. Jacques vérifia ses emails, comme il le faisait 100 fois par jour, depuis samedi, et là, entre une publicité pour des tracteurs et une facture d'électricité, l'email était là. Objet. Au sujet de la famille Bloch de Pomard. Les mains de Jacques tremblèrent en cliquant. Le message était en français, un français parfait mais légèrement désuet, celui qu'on apprend dans les livres. Monsieur Mercier, votre message m'a profondément bouleversé. J'ai pleuré en voyant les photos de mes grands-parents que je n'avais jamais vus. Ma mère nous a parlé toute sa vie du domaine de Pomard. Elle est morte il y a 6 ans sans avoir pu y retourner, sans avoir récupéré ce qui lui appartenait. La douleur de cette spoliation l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Je dois vous dire honnêtement que ma première réaction a été la colère. Colère contre votre grand-père, qui a profité du malheur de ma famille. Colère contre ce silence de 80 ans. Colère contre l'injustice qui permet qu'une telle situation existe. Mais ensuite, j'ai relu votre email et j'ai compris que vous n'êtes pas responsable des crimes de vos aïeux. Vous auriez pu garder le silence. Vous auriez pu détruire ces documents. Personne ne l'aurait jamais su.
mais vous avez choisi l'honnêteté. C'est rare et précieux. Je donne un colloque à Lyon le 15 octobre prochain sur la mémoire de la Shoah. Puis-je venir vous rendre visite à Pomard après? Je voudrais voir la maison de ma mère, marcher dans les vignes que mon grand-père a plantées, toucher ces pierres dont elle rêvait chaque nuit. Je ne viens pas en ennemi, monsieur Mercier. Je viens en pèlerin. Respectueusement, David Benchoul. Jacques lut et relut l'email une dizaine de fois. La dignité de ces mots, l'absence de menaces juridiques, l'humanité qui transparaissait. Il s'était attendu à la colère, peut-être à des avocats, à des réclamations. Pas à cette douceur triste. Il répondit immédiatement. « Monsieur Benchoul, vous serez le bienvenu ici quand vous le souhaitez. C'est votre maison autant que la mienne. Peut-être plus. Je vous attends. Jacques Mercier. » Les 2 semaines suivantes furent étranges. Les vendanges commencèrent, le balai habituel des coupeurs, des hottes, des tracteurs. Jacques travaillait mécaniquement, vérifiant la qualité des grappes, surveillant le pressurage. Mais son esprit était ailleurs, dans un avion entre Tel Aviv et Lyon, dans les pensées d'un homme de 71 ans qui allait découvrir la maison de ses ancêtres assassinés. Isabelle nettoya la maison comme jamais, obsessionnellement. Elle lava les fenêtres 3 fois, cira les parquets, épousseta chaque recoin, comme si elle pouvait effacer 80 ans de mensonges à coups de chiffon. « Qu'est-ce qu'on va lui servir ?» demanda-t-elle le matin du 16 octobre. « Il est juif. Il y a des règles alimentaires, non ?» Je lui ai demandé. Il dit qu'il n'est pas pratiquant. Un café et des gâteaux suffiront. Des gâteaux, répéta Isabelle. On reçoit l'héritier légitime de notre maison avec des gâteaux. C'est absurde. Tout ça est absurde. Claire arriva de Paris la veille au soir. Mathieu, lui, confirma par SMS qu'il ne viendrait pas. Je ne veux pas assister à cette mascarade. Appelez-moi quand vous aurez repris vos esprits. David Benchoul arriva à 10 heures du matin dans une petite Renault de location. Jacques le vit descendre l'allée de gravier et son cœur se serra. L'homme était grand, mince, cheveux blancs coupés courts, lunettes fines. Il portait un costume sombre et marchait lentement, comme s'il craignait de se réveiller d'un rêve. Une jeune femme l'accompagnait, la quarantaine, très énergique, attachée case à la main. Elle se présenta en anglais, avec un accent israélien marqué. « Tali Benchoul, fille de David et avocate. J'espère que vous comprenez que mon père a besoin de soutien dans cette démarche. »« Bien sûr, répondit Jacques. Bienvenue. » David ne disait rien. Il regardait la maison, la porte d'entrée en chêne, les volets bleus refaits il y a 10 ans, l'escalier de pierre. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Et c'est exactement comme elle le décrivait, » murmura-t-il en français. « Exactement. Les pierres, l'escalier, même l'orme sur le côté. Il a grandi, mais c'est le même arbre. » Jacques et Isabelle les firent entrer. Claire servit le café avec des mains tremblantes. Ils s'assirent dans le salon, cette pièce où la famille Bloch avait vécu, rit, célébrait les vendanges. Le silence était pesant. David sortit une vieille photo de sa poche, la posa sur la table. On y voyait Rachel, 15 ans, assise exactement sur le canapé où était maintenant assis David. Ma mère, 1940. Cet endroit était son paradis. Après la guerre, après les camps,
Elle me disait « David, chaque jour, à Auschwitz, je fermais les yeux et je me voyais ici, dans ce salon. Je sentais l'odeur du bois, du vin, de la terre. C'est cette image qui m'a gardé en vie. » Jacques sentit les larmes lui monter aux yeux. Isabelle pleurait ouvertement. Claire tenait la main de son père. « Je suis désolé, » dit Jacques. « Tellement désolé pour ce qui est arrivé à votre famille. » David hocha la tête lentement. « Vous n'y êtes pour rien. Vous n'étiez même pas né. Mais je dois vous poser une question directe, monsieur Mercier. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Qu'espérez-vous? » Jacques avait préparé cette réponse pendant 2 semaines. « J'espère trouver une solution juste. Je ne sais pas laquelle. Mais je ne peux pas continuer à vivre ici en sachant que cette propriété a été volée à votre mère. » Thalie, l'avocate, prit la parole pour la première fois en français. « Monsieur Mercier, soyons clairs sur la situation juridique. Les biens spoliés pendant la Shoah peuvent être réclamés en France sans limite de temps, depuis la loi de 2016. Avec les documents que vous avez trouvés, le testament, les photos, la lettre, nous avons un dossier extrêmement solide. Un tribunal nous donnerait raison en quelques mois. » Le silence retomba, plus lourd encore. Isabelle se raidit. Claire regarda son père avec inquiétude. David leva la main pour interrompre sa fille. « Cali, s'il te plaît. » Il se tourna vers Jacques, le regard doux mais triste. « Monsieur Mercier, je ne suis pas venu pour un procès. Ma mère est morte. Mon grand-père est mort dans une chambre à gaz. Reprendre cette terre ne les ramènera pas. Mais j'ai une question pour vous. Que voulez-vous vraiment faire? » Jacques inspira profondément. C'était le moment de vérité. « Je veux que justice soit faite. Cette terre vous appartient moralement. Votre grand-père l'a achetée avec son argent en 1920. Il l'a cultivée pendant 23 ans. Elle porte son sang, sa sueur. Pas celui de mon grand-père qui l'a volée pour 50 000 francs pendant que votre famille était déportée. »« Vous rendriez la propriété ?» demanda Thalie incrédule. « Je ferai ce qui est juste, » répondit Jacques, « même si ça me coûte tout. » David ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « Pourriez-vous nous montrer les vignes ?» demanda-t-il doucement. « Je voudrais marcher, là où mon grand-père a marché. » Ils sortirent tous les 5 dans la lumière dorée d'octobre. Les vignes s'étendaient en rangées parfaites, les feuilles commençant à rougir, les grappes déjà récoltées. David avançait lentement entre les ceps, touchant l'écorce tordue, la terre sèche. Ma mère disait que grand-père Samuel connaissait chaque pied de vigne par son nom. Il leur parlait comme à des enfants. Mes filles, il les appelait. Mes belles-filles de Bourgogne. Il s'arrêta devant un cep particulièrement ancien, noueux, tordu par 80 ans de croissance. Celui-ci, il était peut-être déjà là. Peut-être que mon grand-père l'a taillé. Peut-être que ma mère l'a touché, avant d'être arraché à sa vie. Il s'agenouilla, prit une poignée de terre, la laissa couler entre ses doigts. Récita quelque chose en hébreu, une prière sans doute. Le Kaddish pour les morts. Jacques se tenait en retrait, témoin silencieux de ce moment qui n'appartenait qu'à David. Quand le vieil homme se releva, il avait le visage apaisé. « Monsieur Mercier, puis-je vous proposer quelque chose ?»« Tout ce que vous voudrez. » Ne prenons pas de décision aujourd'hui. C'est trop lourd, trop rapide. Rentrons chacun chez nous. Réfléchissons. Consultons nos familles, nos avocats si nécessaire.
et dans quelques semaines, nous nous reparlerons pour trouver une solution qui honore la mémoire de nos familles respectives, les vivants et les morts. » Jacques tendit la main, David la serra longuement. « Vous êtes un homme bien, monsieur Mercier, » dit David. « Mon grand-père aurait aimé vous connaître. » Après leur départ, Jacques resta longtemps dans les vignes, regardant le soleil descendre sur les coteaux de Pomarre. Pour la première fois depuis des semaines, il sentait qu'une solution était possible. Pas facile, pas sans douleur, mais possible. Juste. Les semaines qui suivirent la visite de David furent parmi les plus difficiles de la vie de Jacques. Le temps des vendanges était passé, l'automne s'installait sur la Bourgogne avec ses brumes matinales et ses soirées fraîches. Les vignes dormaient, mais lui ne dormait plus. Il consulta d'abord Maître Dubois, le notaire de la famille depuis 30 ans. L'homme, 65 ans, lunettes en demi-lune et costume 3 pièces, écouta l'histoire en prenant des notes méticuleuses. « Juridiquement, c'est complexe, » annonça-t-il en refermant son dossier. « La prescription acquisitive joue en votre faveur. Votre famille possède ce bien depuis 81 ans. Même avec la loi de 2016 sur les biens spoliés, un juge pourrait statuer que le délai est excessif, que vous êtes possesseur de bonne foi. »« Mon grand-père savait, » coupa Jacques. « Il a rejeté Rachel en 1950 quand elle est venue réclamer son bien. » Maître Dubois soupira. « Cela complique les choses. La mauvaise foi d'un prédécesseur peut être retenue. Mais Jacques, même si vous perdez devant un tribunal, cela prendrait des années, des appels, des contre-appels. Vous pourriez gagner du temps. Je ne veux pas gagner du temps. Je veux faire ce qui est juste. » Le notaire retira ses lunettes, massa l'arête de son nez. « Alors la question n'est pas juridique, elle est morale. Et là, je ne peux pas vous aider. Mais je peux vous dire ceci. Si vous restituez cette propriété, vous perdez tout. La maison, les vignes, votre outil de travail. À 58 ans, sans économie, avec des dettes, vous mesurez les conséquences? » »« Je les mesure chaque nuit quand je ne dors pas. » Jacques et David échangèrent des emails, puis des appels téléphoniques, des conversations longues, difficiles, où ils cherchaient ensemble une solution qui n'existe peut-être pas. « Je ne veux pas vous chasser de chez vous, » disait David lors d'un appel un soir de novembre. « Vous n'êtes pas responsable des crimes de Vichy. Vous avez travaillé cette terre pendant 35 ans. C'est votre vie aussi. »« Mais c'est la terre de votre mère, » répondait Jacques. « Elle en rêvait chaque nuit. Elle est morte sans l'avoir revue. Comment je peux continuer à vivre ici en sachant ça? » »« Et comment moi je peux vous demander de partir? Vous avez une famille, des dettes, une vie construite ici. Reprendre cette propriété ne ramènera pas ma mère. Ça ne fera que créer d'autres victimes. » Il tournait en rond, prisonnier d'une équation impossible où toute solution créait une injustice. Mathieu, lui, ne décolérait pas. Il vint un dimanche, sans prévenir, claqua la porte de sa voiture et entra en trombe dans la cuisine où Jacques prenait son café. « J'ai déjà appris que tu consultes des notaires pour organiser la restitution. Tu es devenu complètement fou ? » »« Mathieu, calme-toi. » »« Me calmer ? Me calmer ? Papa, tu es en train de détruire notre famille pour des gens que tu ne connais même pas ? Des étrangers qui vivent à 6000 kilomètres d'ici. » »«
Ce ne sont pas des étrangers. C'est la famille de la femme qui possédait légitimement cette terre. Possédait, imparfait, il y a 80 ans, cria Mathieu. Papa, tu as travaillé toute ta vie ici. Tu t'es levé à 5 heures du matin pendant 35 ans. Tu as gelé en hiver, transpiré en été. Tu t'es cassé le dos dans ces vignes. Et tu vas jeter tout ça pour une culpabilité mal placée? Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la justice. La justice? Ricana Mathieu. Tu veux parler de justice? D'accord. Grand-père a acheté ce domaine légalement en 1943. Il l'a payé. Il l'a fait prospérer. Il l'a transmis à papa, qui l'a transmis à toi. 3 générations de travail. C'est ça la justice. 50 000 francs, Mathieu. Ton grand-père a payé 50 000 francs pour un domaine qui en valait 1 million, pendant que les propriétaires étaient déportés vers les chambres à gaz. Tu appelles ça de la justice? Mathieu se laissa tomber sur une chaise, le visage rouge de colère et de frustration. Et nous alors? Moi, mes enfants? Claire? On devient quoi dans ton grand geste moral? On se retrouve à la rue pour que tu puisses dormir tranquille? Tu as ta propre vie, Mathieu. Tu es consultant. Tu gagnes bien ta vie. Ce n'est pas la question! Explosa Mathieu. Cette terre, c'est mon héritage. C'est l'héritage de Lucas et Emma. Tu n'as pas le droit de leur voler leur futur pour réparer le passé. Ah, je ne peux pas leur léguer quelque chose de volé, répondit doucement Jacques. Mathieu se leva brusquement. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais le jour où tu signeras les papiers de restitution, tu perdras un fils. Je ne te pardonnerai jamais. Il sortit. Jacques resta seul dans la cuisine silencieuse, le cœur brisé. Isabelle entra quelques minutes plus tard. Elle avait tout entendu depuis le salon. « Il reviendra », dit-elle sans conviction. « Et s'il ne revient pas ?» Alors on aura perdu notre fils en plus de notre maison. Elle s'assit en face de lui, prit ses mains dans les siennes. « Jacques, je ne suis toujours pas d'accord avec ta décision. Je pense que tu sacrifies notre famille pour des principes. Mais je t'aime. Et si tu dois le faire, alors trouve au moins une solution où on ne perd pas absolument tout. » C'est Claire qui suggéra l'idée lors d'un dîner fin novembre. Et si vous deveniez associés? Juridiquement, la propriété retournerait au Ben Shaol. Mais vous garderiez l'exploitation avec un bail longue durée. Ils récupèrent ce qui leur appartient, symboliquement. Vous gardez votre outil de travail. Jacques en parla à David lors de leur prochain appel. Le vieil homme réfléchit longuement. Il reste une piste intéressante. Mais il faut que ma fille Thalie étudie les aspects juridiques. Et il faut trouver une façon d'honorer la mémoire de ma famille. Pas juste résoudre un problème pratique. Ils négocièrent pendant des semaines, par email et visioconférence. Thalie, l'avocate, posait des questions précises sur les dettes, les revenus, les perspectives du domaine. Jacques ouvrit tous ses livres de comptes, cacha rien. Un soir de décembre, David rappela avec une proposition. « Monsieur Mercier, voici ce que je suggère. Écoutez jusqu'au bout avant de répondre. » Jacques mit le haut-parleur pour qu'Isabelle et Claire puissent entendre. Premièrement, je reprends la propriété légale du domaine. Les 12 hectares, la maison, tout revient au nom de la famille Bloch. Isabelle serra la main de Jacques. Deuxièmement, vous recevez un bail amphithéotique de 50 ans. Vous continuez à exploiter les vignes, à vivre dans la maison. Le loyer sera symbolique, 1 euro par an. C'est trop généreux, murmura Jacques. Laissez-moi finir. Troisièmement, on change le nom du domaine. Il devient Domaine Bloch
Mercier, en mémoire de Samuel, Esther et Rachel Bloch. Les deux noms, ensemble, pour dire que l'histoire ne s'efface pas, mais qu'elle peut se réparer. « J'aime ça, dit Claire, les yeux brillants. Quatrièmement, continua David, on crée une cuvée spéciale dont les bénéfices financent un fonds de bourse pour étudiants en viticulture, juifs et non-juifs, en mémoire de grand-père Samuel, qui aimait transmettre son savoir. Et cinquièmement, ajouta Thalie, on installe une plaque commémorative devant la maison, pour que les gens sachent, pour que l'histoire soit dite. Jacques pleurait maintenant ouvertement. Isabelle aussi. Claire tenait la main de ses parents. « C'est juste, parvint à dire Jacques. C'est équilibré. Personne ne perd tout. » « Personne ne gagne tout non plus, dit David doucement. C'est ça, la justice réelle. Pas un vainqueur et un vaincu. Deux familles qui trouvent un chemin commun. « Il me faut quelques jours pour en parler à mon fils, dit Jacques. Il est en colère contre moi. » « Je comprends, dit David. Prenez votre temps. Cette décision doit être familiale. » Après avoir raccroché, Jacques, Isabelle et Claire restèrent longtemps silencieux dans la cuisine. « Ah, c'est une belle solution, dit finalement Isabelle. On garde la maison, on peut continuer le domaine. C'est plus que ce que j'espérais. »« Mais on perd la propriété, objecta Claire. Sur le papier, vous n'êtes plus propriétaire. »« Sur le papier, on ne l'a jamais été vraiment, répondit Jacques. On était juste des occupants qui refusaient de voir la vérité. » Il appela Mathieu le lendemain. Son fils écouta la proposition en silence. « C'est mieux que ce que je craignais, admit-il finalement. Au moins, vous ne vous retrouvez pas à la rue. Mais papa, le domaine ne s'appellera plus Mercier. Il s'appellera Bloch-Mercier. Les deux noms. Notre histoire et la leur. Je ne sais pas si je peux accepter ça. » « Je ne te demande pas d'accepter tout de suite, Mathieu. Je te demande juste d'y réfléchir. Et peut-être un jour de comprendre. » Mathieu raccrocha sans répondre. Mais 3 jours plus tard, il envoya un SMS. « Si c'est vraiment ce que tu veux faire, je ne m'opposerai pas. Mais ne me demande pas d'être heureux. » C'était déjà beaucoup. C'était un début. Jacques rappela David. « Nous acceptons votre proposition. Quand pouvons-nous signer ?» La plaque de bronze brillait dans le soleil matinal de Bourgogne. Jacques la caressa doucement, lisant pour la 100e fois les mots gravés dans le métal. Ici vivait la famille Bloch, propriétaire de ces vignes de 1920 à 1943. Samuel Bloch, 1895-1943, Esther Bloch, née Lévy, 1898-1943, et leur fille, Rachel Bloch, 1925-2018, ont été déportés vers Auschwitz le 2 septembre 1943. Seule Rachel a survécu. Cette propriété leur est restituée en mémoire. N'oublions jamais. L'inauguration avait eu lieu en juin, 9 mois après la signature des papiers, chez Maître Dubois. Le maire était venu, accompagné du président de la communauté juive de Dijon et de l'ambassadeur d'Israël. Les journaux régionaux avaient fait leur gros titre. Un vigneron bourguignon restitue un domaine spolié sous Vichy. L'histoire avait même été reprise par France Inter. Les réactions dans le village avaient été mitigées. Certains applaudissaient le courage de Jacques. D'autres murmuraient qu'il était fou de donner sa propriété à des étrangers. Quelques vieux du village, dont le père avait connu l'occupation, détournaient le regard quand ils croisaient Jacques, comme si son geste leur renvoyait une image inconfortable de leur propre histoire. Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne comptait. Aujourd'hui, c'étaient les vendanges. Et pour la première fois depuis 82 ans,
la famille Bloch revenait récolter son vin. Jacques entendit les voitures remonter l'allée de gravier. Son cœur s'accéléra. David arrivait, avec toute sa famille, sa fille, Thalie, et ses 3 enfants, son fils Yoav, venu de Jérusalem avec sa femme et leurs jumeaux, sa sœur Sarah, la médecin, avec son mari et leur fils adolescent. 4 générations de Bloch. La première depuis le convoi 59. Ils descendirent des voitures, une dizaine de personnes de tous âges, certaines parlant hébreu, d'autres français avec accent, les enfants criant en anglais. David, appuyé sur une canne maintenant, souriait de toutes ses dents. « Jacques, mon ami !» Ils s'embrassèrent, comme de vieux compagnons. En 9 mois, ils étaient devenus proches, parlant chaque semaine au téléphone, partageant des photos, des souvenirs, tissant un lien étrange entre 2 familles que l'histoire avait opposées. Isabelle sortit de la maison avec un plateau de jus de fruits et de café. Claire l'aidait, portant des viennoiseries, et derrière elle, à la surprise de Jacques, Mathieu apparut avec sa femme et ses 2 enfants. Jacques n'y croyait pas. Son fils avait dit qu'il ne viendrait probablement pas, qu'il avait du travail. « Papa, » dit simplement Mathieu en s'approchant, « je ne pouvais pas rater ça. » Ils s'étreignirent longuement. C'était leur première vraie réconciliation depuis la dispute de novembre. Mathieu n'était pas encore entièrement en paix avec la décision de son père. Mais il était là. C'était déjà immense. David rassembla toute sa famille devant la maison. « Regardez bien, » dit-il en hébreu, traduit ensuite en français pour les Mercier. « C'est ici que votre arrière-grand-mère a grandi. Ces pierres, elle les touchait chaque jour. Cette porte, elle la franchissait en courant quand grand-père Samuel l'appelait pour le dîner. Ces vignes, ce sont ses sœurs, comme elle disait. » Les petits-enfants écoutaient, impressionnés. Thalie pleurait doucement. Sarah, la sœur de David, s'approcha de la plaque, y posa la main, murmura quelque chose en hébreu. « Et qu'est-ce c'est le Kaddish ?» expliqua David à Jacques. « La prière pour les morts. Ma sœur dit à nos grands-parents que nous sommes revenus, que leur terre n'est pas oubliée. » Après le café, Jacques les conduisit aux vignes. Les grappes étaient parfaites cette année, gonflées de sucre, la peau tendue et brillante. Un millésime exceptionnel, avait confirmé Mathieu la semaine précédente. « Votre grand-père Samuel aurait été fier, » dit Jacques à David. « Ces vignes produisent encore le meilleur vin de la région. »« Grâce à vous, » répondit David. « Sans votre travail pendant 35 ans, il ne resterait rien. » Ils commencèrent à vendanger ensemble, ce mélange improbable de Français et d'Israéliens, de chrétiens et de juifs, de victimes et de... Quoi exactement? Jacques n'aimait pas le mot « coupable », héritier d'une injustice, peut-être. Les enfants riaient, découvrant comment couper les grappes. Yoav, le petit-fils de Rachel, apprenait vite, ses gestes devenant sûrs. « J'ai ça dans le sang », plaisantait-il. Lucas et Emma, les enfants de Mathieu, vendangeaient aux côtés des jumeaux Ben Shaol, créant des liens entre 2 familles que 80 ans avaient séparées. Vers midi, Isabelle servit un déjeuner dans la cour. Terrine maison, pain frais, fromage de la région, salade du jardin.
David avait apporté du vin israélien, un rouge de Galilée. « Ma maman disait toujours qu'elle ferait du vin en Israël quand elle serait grande, » raconta-t-il. « Elle n'a jamais pu. Trop de traumatismes, trop de douleurs. Mais elle en rêvait. Alors je porte un toast au vin de Pommard qui coule dans nos veines, même après 80 ans de séparation. » Ils levèrent leurs verres, le vin israélien et le bourgogne mélangés sur la table, comme leurs histoires désormais entrelacées. L'après-midi, pendant que les adultes continuaient les vendanges, David demanda à Jacques s'il pouvait entrer dans la cave, celle où tout avait commencé. Ils descendirent l'escalier de pierre, juste eux deux. David s'arrêta devant le mur où avait été murée la boîte métallique. Le trou avait été rebouché proprement, mais on voyait encore les traces de la découverte. « Est ici que grand-père Samuel a caché son testament, » dit David en touchant les pierres. Dans la panique, sachant qu'il venait m'en l'arrêter, il espérait que Rachel survive, qu'elle revienne, qu'elle trouve ça. Il ne pouvait pas savoir que ça prendrait 81 ans. Non, mais au final sa volonté a été respectée. Grâce à vous. David sortit quelque chose de sa poche, une petite fiole contenant de la terre. C'est de la terre d'Israël, de Haïfa, où maman est enterrée. Je voudrais la mélanger avec la terre d'ici, pour que, symboliquement, elle soit rentrée chez elle. Ils remontèrent dans les vignes. David choisit un cep ancien, peut-être planté par Samuel lui-même. Il versa la terre israélienne au pied de la vigne, la mélangea doucement avec la terre bourguignonne. « Voilà, maman, tu es revenue. » Le soir tomba sur les vendanges. Les hottes étaient pleines, les tracteurs chargés. Une journée productive, belle, presque irréelle dans sa douceur après tant de mois de tension. Ils dînèrent tous ensemble, une longue table dressée dans la cour, éclairée par des guirlandes lumineuses. 20 personnes, mangeant, riant, racontant des histoires. Les enfants s'étaient endormis sur les bancs, épuisés par la journée. Mathieu s'assit à côté de David. « Monsieur Benchol, je dois vous dire quelque chose. Au début, j'étais en colère contre mon père. Je pensais qu'il détruisait notre famille pour rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris. » « Compris quoi ?» demanda doucement David. « Que certaines choses sont plus importantes que la propriété. La mémoire, la justice, l'honnêteté. Mon père m'a appris ça, et je vais le transmettre à mes enfants. » David serra l'épaule de Mathieu. « Votre père est un homme exceptionnel, et vous aussi pour être venu aujourd'hui. » Vers minuit, alors que les Israéliens remontaient vers leur hôtel à Beaune, David prit Jacques à part. « Mon ami, je veux que vous sachiez quelque chose. Ma mère est morte en 2018, amère, blessée, convaincue que le monde avait oublié sa famille. Mais vous avez changé ça. Vous avez fait que son histoire compte, que son père, sa mère, ne soient pas juste des numéros dans un convoi. Ils sont redevenus des personnes qui ont existé, qui ont aimé cette terre, qui ont produit du beau vin. » C'était la moindre des choses. Non, c'était un choix courageux. Beaucoup de gens dans votre situation auraient gardé le silence. Vous avez choisi la vérité, même si elle était douloureuse. C'est rare. C'est précieux. Ils restèrent un moment silencieux, regardant les vignes sous la lune presque pleine. « L'année prochaine, dit David, nous reviendrons pour les vendanges. Et l'année d'après.
Mes petits-enfants apprendront à faire du vin ici. L'histoire continue. Le domaine Bloch-Mercier vous attend, sourit Jacques. Après le départ de David, Jacques resta seul dans la cour. Isabelle dormait déjà, épuisée. Claire et Mathieu étaient repartis. La maison était silencieuse. Il marcha jusqu'aux vignes. Ces vignes, qui n'étaient plus tout à fait les siennes, mais qu'il continuerait à cultiver pendant 50 ans encore. Les ceps se dessinaient en ombres chinoises sur le ciel étoilé. Quelque part dans ce sol, la terre d'Israël se mélangeait à la terre de Bourgogne. Quelque part dans cette histoire impossible, deux familles brisées par l'histoire avaient trouvé un chemin vers la réparation. Ce n'était pas parfait. Mathieu avait encore du mal. L'argent restait compliqué. Le nom de Mercier était désormais partagé avec celui de Bloch. Certains au village ne comprendraient jamais. Mais c'était juste. Et pour Jacques, cette nuit-là, sous les étoiles de septembre, qui avaient vu 82 vendanges sur cette terre, c'était suffisant. Les racines des vignes plantées par Samuel Bloch en 1935 s'entrelaçaient avec celles que Jacques avait plantées en 1995. Invisibles sous la terre, indissociables. Comme la mémoire et le pardon. Comme le passé et l'avenir. Comme deux familles qui ne faisaient plus qu'une, unies par du vin, de la terre et la vérité enfin dite.